Ça ne vous aura pas échappé, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris débutent bientôt. Mais saviez-vous qu'un autre événement, plus discret mais pas de moindre envergure, a déjà lieu tout autour de vous, à Paris, en France et jusque dans les Outre-mer? C'est l'Olympiade culturelle. C'est un programme officiel du Comité olympique mis en place pour la première fois en 1912, d'après l'idée d'un baron bien connu des Olympiens, Pierre de Coubertin. Vous avez peut-être vu passer ce teaser, dans lequel se glissent parmi les athlètes le plafond signé Chagall de l'Opéra Garnier, les danseurs de Sadek Berraba, les nymphéas de Monet ou les planches d'un théâtre. Musique classique ou contemporaine, danse, théâtre, Paris 2024 ne fait pas exception et convie les arts. Nous allons le voir, de nombreuses valeurs olympiques sont aussi présentes qu'importantes chez les artistes, qui font parfois du sport une dimension essentielle de leur pratique et de leur cheminement artistique. Nous avons rencontré ces artistes de l'à côté olympique, qui rassemblent plusieurs milliers d'événements. Familiers ou non de la discipline sportive, ils et elles ont un point commun avec les Olympiens, la passion, et parfois bien plus que ça. Plus de 2300 projets labellisés et quelques 60 000 événements, dont 82% sont accessibles gratuitement. Une grande fierté pour Dominique Hervieux, directrice de la Culture 2024. C'est le seul grand événement sportif au monde qui oblige la tenue d'un volet culturel en marge ou en lien avec l'événement sportif. C'est quand même une très belle position de se dire que oui, c'est les Jeux Olympiques, oui, avant tout c'est le sport, mais la culture a une place. L'art et le sport ont tout le temps dialogué depuis l'Antiquité grecque, c'est-à-dire depuis les premières représentations sur les vases, les amphores, etc. Il y a toujours eu une représentation du geste sportif, les impressionnistes, les rameurs, etc. Quand on regarde l'histoire de l'art, il y a toute une littérature qui s'est développée, toute une cinématographie autour du monde du sport, pardon. On se rend compte que dans la charte olympique, le premier article indique que les trois piliers de l'olympisme, c'est le sport, l'éducation et la culture. Donc il ne s'agit pas d'un sport qui est complètement figé sur lui-même, mais d'un sport qui joue, qui s'ouvre à des éléments historiques et de culture qui le constituent. Ce qui est important, c'est ça, c'est de voir comment des mondes qu'on a souvent opposés un peu de façon caricaturale, comment des mondes comme ça sont finalement poreux, comment ils s'apportent mutuellement, comment ils peuvent dialoguer ensemble et comment ces dialogues-là sont fructueux sur le plan de l'invention, sur le plan de la complexité du monde aussi. Donc je trouve que le sport, c'est finalement aussi parfois un peu le sismographe de la société, c'est-à-dire quand on se met à parler de sport, on se met à parler de choses qui, plus largement, qui concernent les individus. Nous avons interrogé 5 artistes de différentes disciplines du spectacle vivant programmés dans l'Olympiade culturelle. Le comédien et metteur en scène Denis Podalides, la funambuliste Tatiana Mosio-Bongonga, les chorégraphes Agnès Pelletier et Rachidou Ramdan et le compositeur Alexandros Marqueas. Toutes et tous ont rejoint avec entrain le projet, mais n'ont pas forcément le même regard sur les ponts possibles et imaginés entre art et sport. Cantate 2024 est un projet co-imaginé entre Alexandros Marqueas et Catherine Simon-Pietri, directrice artistique de l'ensemble Sequenza 93. Il propose une musique basée sur la mémoire musicale des habitants de Seine-Saint-Denis, département majeur des Jeux avec de nombreuses infrastructures. Après une collecte de ces mélodies, issues des différentes traditions de la population, le compositeur a créé une partition jouée par un rassemblement de centaines de musiciens et chanteurs amateurs. La musique et l'art en général et le sport, c'est une manière d'aborder, d'appréhender l'altérité et de comprendre l'autre. Il y a deux connexions que j'ai établies de manière un peu très libre. La première, étant grec, je suis toujours fasciné par l'idée de ce qu'on appelle l'ekeiria, c'est-à-dire le fait que pendant les Jeux Olympiques, les différentes villes qui participaient arrêtaient de faire la guerre. De nos jours, ça prend une signification très particulière, ça montre que c'est possible, qu'il y a quelque chose de plus important que de se faire la guerre. Et même si c'est une idée un peu naïve ou utopique, il faut y croire, parce que si on n'y croit plus,
on n'y arrivera pas. Voilà, l'idée de la fraternité, de la trêve, de quelque chose qui est au-delà de tout le reste qui nous unit, plus qui nous sépare, ça a été quand même au cœur de la composition et du choix des différentes mélodies. Et c'est en extérieur, devant la Philharmonie, que les centaines de choristes débutent, dirigés par Catherine Simon-Pietri, avant d'emmener leurs spectateurs dans la grande salle de la Philharmonie. Après, il y a une autre chose qui, moi, m'a donné une forme d'inspiration, c'est penser en même temps les gestes sportifs et les gestes instrumentaux, les gestes musicaux. Alors, ça apparaît pas forcément de manière claire, parce qu'on ne veut pas que ça soit si explicite que ça, mais pour moi, l'idée du geste sportif, son rythme, l'explosivité, la mise en mouvement, ça m'a donné beaucoup d'idées que j'ai essayé de traduire de manière musicale. Nous restons en Seine-Saint-Denis pour rencontrer la funambuliste Tatiana Mosio-Bungunga à l'occasion d'une édition inédite de son programme Ligne ouverte. Le 8 juin dernier, c'est le Stade de France qu'elle a rejoint par les airs. Il est 17h30. Spectateurs, spectatrices et enfants attendent l'artiste avec impatience. À 30 mètres de hauteur, la funambule s'élance. Ligne ouverte, on a choisi ce nom-là parce que c'est important pour nous d'ouvrir cette ligne. En fait, sur le trajet, on a ce qu'on appelle des cavaletti, c'est des sortes de haubans qui sont placés tous les 8 mètres pour éviter que le fil oscille de gauche à droite. Ces cavaletti, on aime bien les faire tenir par des habitants parce que ça nous permet de pouvoir toucher cette notion de responsabilité. Avant d'arriver, on fait toujours des appels au conservatoire ou à des personnes qui seraient susceptibles d'intégrer notre partition musicale. On a un chef d'orchestre et c'est lui qui s'occupe d'aller rencontrer ce public-là. Et ça permet en fait de créer une musique qui est vraiment en lien avec la ville où on est, parce que c'est encore d'autres rencontres et ça a cette touche personnelle en fait. Moi je me considère comme artiste à haute intensité physique, où en fait pour en arriver à ce niveau-là, il y a toute une préparation. Et cette préparation-là, j'aimerais bien qu'elle soit mise beaucoup plus en lumière. Moi aujourd'hui j'arrive à 40 ans et j'ai vraiment tout un staff. J'ai une kiné qui s'occupe des sportifs de haut niveau, qui s'occupe de moi. Un ostéopathe pareil, qui est branché sportif de haut niveau et qui s'occupe de moi. J'ai une psychologue que je peux appeler à n'importe quel moment s'il y a un truc qui ne va pas au niveau du mental. Et c'est clair que pour moi, je m'inspire à fond du sport parce qu'il y a tout un staff derrière. Donc évidemment, il y a ces histoires, ces enjeux de médailles, donc il y a plus de sponsors, donc il y a beaucoup plus d'aide. Mais mine de rien, on est quand même en France, dans un système où la sécurité sociale est encore bien présente. Donc il y a quand même moyen de se faire accompagner correctement si on est suffisamment malin et qu'on arrive à aller aux bons endroits. Cette olympiade culturelle, pour moi, c'est plus une manière de pouvoir montrer ce côté sportif du cirque et de pouvoir le partager. D'un coup, ça nous met dans un placement et dans une réflexion autour du sport qui m'intéresse, parce que moi, ce lien, j'aimerais bien qu'il revienne, parce qu'il a existé, il y a eu un lien entre le cirque et le sport. Il a été coupé parce que c'était hyper important à une certaine époque qu'on se concentre sur le côté artistique, il fallait faire exister le cirque contemporain très très fort dans l'artistique. Mais en se coupant du sport, je pense qu'on a coupé notre partie athlétique et notre préparation pour pouvoir faire ça. Donc ce côté-là, le fait d'être, tu vois, à côté des Jeux Olympiques, je trouve ça assez juste pour le coup, parce que d'un coup, c'est ça, on est à côté du sport. Donc quand est-ce qu'on arrive à réintégrer le sport là-dedans? C'est presque du militantisme, là, pour le coup. Denis Podalides, homme de théâtre, menait sur le plateau de la Comédie Française un échange avec l'artiste et ancien footballeur Éric Cantona.
L'occasion pour lui de se dévoiler sur son rapport au sport et au football, et de souhaiter des croisements entre culture et sport, bien au-delà de l'Olympiade culturelle. Voilà, c'est un rapport de fascination, essentiellement, et très peu de pratique. Parce que j'ai essayé de jouer au foot, mais avec un espèce d'absolu manque de talent, de technique, de la moindre technique, malgré le plus grand désir et la plus grande fascination pour ça. Donc il ne faut pas envoyer le ballon au joueur, il faut l'envoyer dans sa course. Et là, il y a un pari dans l'avenir, en fait. Et théâtralement, c'est un principe qu'on peut tout à fait adopter, c'est de ne pas jouer, arrêter, mais lancer une réplique de façon à ce que l'autre avance dans la course. Le sport a un rôle de rassemblement, de cohésion sociale, je pense beaucoup plus important, parce que ça concerne des millions de gens. Le théâtre ne concerne pas des millions de gens. Le théâtre concerne toujours, d'ailleurs, une sorte d'élite sociale, pas forcément d'élite intellectuelle, mais d'élite sociale, à laquelle vient s'adjoindre beaucoup de scolaires. On peut tendre des tas de ponts entre ces deux mondes. Il y a parfois des théâtres, d'ailleurs j'ai joué au Théâtre de Lorient, c'est assez génial parce que le théâtre touche le stade du Moustoir. Et ça, je trouvais ça absolument merveilleux, qu'on puisse, si on veut, on peut presque jouer une pièce et puis ensuite aller voir un match. C'est minoritaire quand même dans la société, mais néanmoins, ça a une importance symbolique capitale, parce que c'est le lieu, un des seuls lieux où les artistes paraissent en chair et en os, comme le foot d'ailleurs, si on va dans les stades. Mais les gens, la plupart du temps, voient ça par la télévision, parce que finalement, c'est toujours beau quand deux mondes sociaux se croisent, se rencontrent, partagent des choses. Retour au collectif, avec un projet au long cours. Panique olympique, nouvellement nommé La Très Grande Forme, essaime depuis 2018, sous la direction d'Agnès Pelletier et sa compagnie Volubilis. Pour cet ultime projet, presque 1 millier de volontaires se produisaient le 15 juin dernier sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris. Nous étions à la première répétition. Donc vous allez intervenir au moment du deuxième tableau, donc on va le voir ce soir, et troisième tableau qu'on verra aussi ce soir. Voilà, dans nos os se comprend un petit rythme couru. Essayez là, si vous avez un grand tiré sur le terrain, parce que c'est ce rythme-là qu'on aura. Ma thématique, enfin ma recherche, en tout cas les process de création, se sont vraiment basés sur le geste dansé et le geste sportif. C'est-à-dire dans cette pièce-là, dans la très grande forme, on va retrouver toutes les stigmates, les choses comme ça, les règles du jeu qu'on connaît, qu'on semble connaître. Par exemple, je pense, à un moment donné, je me suis inspirée de la manchette au volley. Bon, alors après, évidemment, les professionnels du volley me disent « Oh, c'est pas tout à fait une manchette ». Oui, bien sûr que c'est pas tout à fait une manchette, mais ça ressemble étrangement. Et moi, à travers la manchette, ils ont l'idée de la manchette, eh bien, j'arrive à faire parler d'autres choses. Je gagne presque du temps sur l'apprentissage parce que je fais des références à des choses que les danseurs ont déjà vues ou alors qu'ils ont déjà expérimentées. Le geste dansé, il peut ressembler à celui du sport, sauf qu'il y a probablement une intention différente avec l'idée de la poétique du mouvement. Parce que faire art dans l'espace public, on est dans une affirmation politique. Et c'était un petit peu mon objectif à travers ce projet-là. En plus, évidemment, de rassembler des gens, puisque presque la danse, c'est comme un prétexte, en fait. L'idée, c'est de rassembler un groupe de personnes qui ne se connaissent pas, intergénérationnel. Parce que l'idée d'un panique, c'est comment on peut danser ensemble sans se connaître, comment on peut danser ensemble sans savoir danser. En 2024, je pense qu'en juin 2024, donc il y aura 4500 danseurs qui auront traversé au moins un panique olympique. C'est intéressant de voir comment, dans les imaginaires, l'engagement du corps dans un mouvement de danse et dans un mouvement de sport, il est presque plus intéressant dans un mouvement de sport. Puisque dans le mouvement de danse, eh bien, on a des choses qui seraient peut-être proches d'une caricature de la danse. Donc voilà, on va dire que ça nourrit, évidemment, ça nourrit mon écriture, mais ma façon d'être probablement aussi, hein, le regard sur les gens, sur le nombre. Voilà. Et puis la force de la danse aussi. La danse peut sortir largement des théâtres avec des choses à dire. Nous nous sommes enfin rendus à Chaillot, Théâtre National de la Danse, pour un dernier échange avec son directeur, Rachid Ouramdan. Avec le collectif d'acrobates XY,
le ballet de l'Opéra de Lyon et la Maîtrise de Radio France, il crée Mobius Morphosis. La troupe se produira cet été dans le théâtre antique des Nuits de Fourvière à Lyon, en extérieur à Bonlieu, scène nationale d'Annecy, et dans le cadre exceptionnel du Panthéon à Paris. Ici, danse, cirque et musique prennent corps ensemble et élargissent encore les contours de la création. C'est un spectacle qui a inspiré des murmurations. Les murmurations, c'est ce mouvement que nous propose la nature, ces nuées de tourneaux, ces chorégraphies aériennes où on voit des milliers d'oiseaux être dans un mouvement plutôt qui nous semble improvisé, anarchique et qui en même temps est profondément chorégraphique, organique, harmonieux. On n'a jamais eu le temps de poser le regard, que ça s'est déjà transformé, donc ça repose beaucoup sur le nombre et sur la vitesse. C'est vrai que le vocabulaire acrobatique, dans le vocabulaire chorégraphique, dans le vocabulaire dansé, il y a des fondamentaux qu'on retrouve dans des disciplines sportives, l'élévation, le saut, la giration, et c'est des détournements. Alors on n'est pas là pour la rentabilité du geste, mais pour, on va dire, sa beauté. Et c'est peut-être là qu'à un moment donné ça diffère, mais en même temps il y a une façon de l'investir qui peut être commune. On savait qu'avec l'Olympiade, on allait pouvoir créer des projets un peu hors normes, des projets aussi sur des lieux particuliers, parce que c'est aussi célébrer des espaces, célébrer une ville, Paris, un pays, parce qu'il se passera aussi des choses ailleurs. On a commencé à rêver des grands rassemblements, des rassemblements de personnes qui viennent de mondes différents, la danse, les arts du cirque. Donc voilà, on a entre 65, 70 artistes qui vont travailler toujours sur cette nuée, avec ces chorégraphies aériennes qui n'en finissent plus de morpher, de se transformer. Aujourd'hui, si j'essaye de faire œuvre, c'est à l'échelle de la cité, c'est à l'échelle de la ville. Ce n'est pas uniquement en faisant un spectacle, mais c'est en inventant des façons de rencontrer l'art, c'est en le situant dans des endroits inhabituels, c'est en créant des rencontres entre des populations et des œuvres, des choses sensibles de façon un peu inattendue, inhabituelle. Et c'est ce que permet l'Olympiade.